Il était prévu un démarrage le lundi, mais malheureusement, il y a eu un petit malentendu. Je pensais avoir informé le Dr Yacine, mais apparemment non, parce que j'avais initialement proposé un décalage du début, mais finalement, la contrainte était levée et j'avais maintenu la date du lundi, c'était quel jour? Lundi 30. Bon, malheureusement, l'information n'était pas passée, donc on a décalé. Et ce qui est prévu, c'est on fait aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi matin. On suspend jusqu'à la semaine prochaine et on continue. Donc, je vous souhaite encore une très bonne année universitaire. Et on va faire vraiment un enseignement interactif. Vous allez présenter. S'il y a des gens qui ont des questions ou bien des contributions ou des commentaires, ils prennent note. À la fin de la présentation, on vous laisse la parole. Le groupe qui a préparé. Si vous avez des éléments à compléter, vous les rajoutez. Sinon, on donne la parole au grand groupe pour des contributions, commentaires, des questions. Ensuite, je fais la synthèse et vous considérez que la synthèse est la correction de la présentation. Et maintenant, si vous intégrez l'ensemble des observations, on pourra peut-être prendre un jour où on peut se voir, l'équipe qui a présenté, ou bien une personne, on peut se voir en fonction de ma disponibilité. On revisite les diapositives et puis voilà, on valide définitivement. Je ne sais pas si ce format vous convient. Et voilà, donc on va prévoir une présentation maximum de 30 à 45 minutes, une discussion de 15 minutes, et pour pouvoir faire au moins pour aujourd'hui 3 présentations. Est-ce que cela vous convient? Oui, professeur. La parole, Dr Rodrigue. D'accord. Merci, professeur, pour la parole. Bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Donc, nous allons vous présenter le cours portant sur les anémies du nourrisson. Pour cela, nous allons aborder le plan suivant. Donc, en guide de définition, l'anémie du nourrisson se définit comme la diminution de la masse sanguine qui se traduit par une baisse du taux d'hémoglobine exprimé en grammes en dessous de moins 2 déviations standards par rapport à la moyenne pour l'âge chez un enfant âgé de 28 jours révolus à 30 mois. Donc, l'hémoglobine est inférieure à 9 grammes par décilitre chez le nourrisson inférieur à 6 mois, on parle d'anémie, et inférieure à 10 grammes par décilitre à partir de 6 mois. Comme intérêt, sur le plan épidémiologique, l'anémie du nourrisson pose un problème de santé publique. 54, selon une étude de l'OMS en 2010, 54,5% des nourrissons de 1 à 30 mois avaient de l'anémie et la prévalence a été plus élevée chez les moins de 18 mois avec une prévalence de 65,2% contre 46,6% chez les nourrissons de 18 à 30 mois. Le diagnostic, il est aisé sur la base de la clinique et confirmé par l'hémogramme qui est quand même accessible. Sur le plan étiologique, les causes sont multiples, dominées par la carence en fer, et la recherche étiologique nécessite une démarche rigoureuse. Sur le plan pronostic, il peut mettre en jeu le pronostic vital, qui est en fonction de la tolérance et du terrain. En ce qui concerne le traitement, il faut connaître les règles transfusionnelles et également insister sur la prévention. Donc, en 3, nous allons aborder un chapitre sur les rappels, sur la physiopathologie de l'anémie. Donc, nous allons d'abord voir le mécanisme physiopathologique des anémies. Alors, l'anémie peut être due à un défaut de production de la moelle osseuse, donc ce qui est d'origine centrale, c'est un mécanisme d'origine centrale, ou également durée de vie des globules rouges, soit en cas d'hémorragie abondante ou d'hyperhémolyse, et dans ce cas, il s'agit d'un mécanisme périphérique. Alors, en ce qui concerne les anémies centrales, elles sont dues à un défaut de production, soit par atteinte de la cellule hématopoïétique elle-même, soit par atteinte de son environnement.
Donc, elles peuvent être dues soit à une disparition des cellules souches de la moelle osseuse, devant une insuffisance médulaire quantitative globale. Là, on parle par exemple d'aplasie médulaire, devant une insuffisance de la lignée érythroblastique, là, en cas d'érythroblastopénie, mais également en cas également d'insuffisance médulaire qualitative lors de la dysérythropoïèse, donc avec le syndrome myélodysplasique. Excusez-moi. Donc, toujours en ce qui concerne les anémies centrales, elles peuvent être aussi dues à un envahissement de la moelle osseuse par des cellules hématopoïétiques anormales, les blastes, les plasmocytes, les lymphocytes matures, par exemple, ou par un envahissement extra-hématopoïétique en cas de métastase médulaire d'un cancer. Donc, elle peut également être due au manque de substrat, la matière première, soit le fer, la vitamine B12, l'acide folique, ou une anomalie de la structure de la moelle osseuse en cas de myélofibrose, par exemple, ou elles peuvent également être dues lorsqu'il y a une stimulation hormonale qui est diminuée lors d'un déficit en érythropoïétine. En ce qui concerne les anémies périphériques, ici la production médulaire elle est normale, voire même augmentée. Et on la retrouve dans deux situations. Soit on a une perte sanguine aiguë abondante, c'est le cas en cas d'hémorragie, soit lors d'hémolyse pathologique. Alors, on peut avoir une cause corpusculaire en cas d'anémie par hémolyse. Donc là, il s'agit des anomalies de la membrane de l'hématie, des anomalies du système de l'hématie ou encore une anomalie de l'hémoglobine. Ici, il faut noter que les causes corpusculaires sont quasiment d'origine constitutionnelle, à l'exception de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne qui, elle, est acquise. Et les causes extracorpusculaires qui sont les plus fréquentes qu'on rencontre lors d'infections, d'auto-immunisation, lors de toxicité médicamenteuse, avec des prothèses et ainsi de suite. Alors, lorsque l'anémie survient, l'organisme met en place des mécanismes compensateurs. Donc, le globule rouge qui assure l'oxygénation des tissus par l'intermédiaire de l'hémoglobine. Donc, toute modification de la masse hémoglobinique va entraîner des modifications cliniques et biologiques pour compenser ces déficits et cette hypoxie tissulaire. Donc, nous avons les mécanismes compensateurs extra-érythrocytaires par l'augmentation du débit cardiaque et de la fréquence respiratoire. En cas de polypnée, on peut avoir une polypnée, on peut avoir une redistribution des débits sanguins locaux, assurant une meilleure irrigation des tissus sensibles à l'anoxie, tels que le cœur, le cerveau et le rein. Et on a une diminution de l'irrigation des autres tissus, tels que la peau, les territoires splanchniques. Et on a également une augmentation de la sécrétion de l'érythropoïétine. Comme mécanisme compensateur intra-érythrocytaire, on a une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. C'est ce qui va permettre une meilleure libération de l'oxygène vers les tissus par augmentation de la synthèse du 2,3-diphosphoglycérique érythrocytaire. Donc, en résumé, l'anémie, donc, elle peut être soit due à un excès de destruction, soit à un défaut de production. En cas d'excès de destruction, elle est souvent régénérative, soit elle est due à une hémolyse avec les causes que nous avons. En cas de défaut de production, c'est une anémie qui est arégénérative. Et dans ce cas, soit c'est une insuffisance quantitative de l'érythropoïèse, avec soit l'aplasie ou l'envahissement. Et dans ce cas,
l'anémie l'anémie qu'on retrouve, c'est une anémie qui est normochrome normocytaire. Donc, soit